soit partagée par le plus grand nombre. Je voudrais également remercier très chaleureusement l'ensemble des membres du jury pour son implication derrière l'US et autour de ce prix, et dire quelques mots sur l'esprit qui préside à cette manifestation et pour évoquer ce qui nous réunit autour de ce prix du livre d'histoire contemporaine. D'abord, cela a été évoqué trop brièvement, nous avons la volonté à travers ce prix de rendre hommage au travail de tous ceux, historiens ou passionnés d'histoire, qui se livrent à un exercice singulier lorsqu'ils décident d'écrire des ouvrages qui restituent des faits souvent complexes de notre histoire contemporaine. Pour écrire un livre d'histoire, il faut un engagement, un dévouement, une rigueur intellectuelle, un sens parfois du sacrifice, parce qu'il faut passer énormément de temps dans la découverte des archives, dans la lecture des documents. Ce travail est aride, il peut apparaître comme étant ingrat, il implique un niveau d'exigence et de rigueur intellectuelle extrême, et dans une période où l'exigence et la rigueur intellectuelle ne sont pas les travers les mieux partagés, j'ai envie de rendre hommage à tous ceux qui passent du temps pour nous permettre de lire des livres exigeants qui sont pour la plupart du temps de beaux livres. La deuxième chose qui nous réunit, par-delà l'hommage aux auteurs sans lesquels il n'y a pas d'ouvrage à lire, c'est l'hommage au livre lui-même. Le livre est un trésor dans une civilisation de laquelle l'amour du texte, la passion de la lecture, le temps que l'on prend à découvrir des récits qui parfois font appel à la pensée dans toute sa dimension de complexité. Le livre est un trésor auquel quiconque aime la lecture a plaisir à revenir librement, dans lequel chacun a le plaisir de cheminer en apprenant des choses, en découvrant des univers, en ouvrant des portes vers des univers insoupçonnés. Et rien ne vaut pour essayer de se frayer un chemin vers la liberté que la lecture, la découverte de la pensée de l'autre, l'ouverture à la réflexion de celui dont on ne partage pas nécessairement toutes les idées et toutes les opinions, mais cette lecture permet à l'altérité, c'est-à-dire à la capacité à se mettre à la place de l'autre pour comprendre sa pensée, de s'épanouir et par conséquent pour vivre ensemble, de se conforter. Et puis il y a ce qu'est l'histoire, et ce que sont les faits d'histoire. Le livre d'histoire n'est pas un livre comme un autre. Nous vivons dans une période particulière, celle des algorithmes, de la pensée sommaire, des emportements, du bruit, de l'abaissement parfois de l'exigence de rigueur intellectuelle. Et s'il n'y a pas une conscience profonde, aiguë, une connaissance de ce que sont les faits de l'histoire, pour que le devoir de mémoire puisse s'exercer, pour que les événements les plus tragiques qui ont jalonné notre histoire ne se reproduisent pas, pour que les idéologies les plus abjectes qui parfois ressurgissent ne se réemparent pas de la société en la conduisant de nouveau vers le pire, il faut qu'il y ait des historiens, il faut qu'il y ait des lecteurs de l'histoire, des enseignants dans les écoles qui enseignent les faits d'histoire, de telle sorte à ce que, par cette discipline exigeante que nous devons avoir en partage avec les historiens, nous faisions en sorte de pouvoir continuer à faire société. L'unité et l'indivisibilité de la République est notre trésor, n'est possible que dès lors que nous ne perdons jamais de vue ce creuset de valeurs auxquelles des générations et des générations ont puisé leur éducation et qui nous ont permis de vivre avec les autres sans nécessairement être semblables aux autres et sans nécessairement leur ressembler ou vouloir partager leurs opinions, parce que ce qui fait la richesse de notre nation, c'est la diversité des courants, des sensibilités qui la traversent et l'amour irrépressible que nous avons de la confrontation et du débat. C'est pour toutes ces raisons que nous aimons les livres d'histoire. C'est pour toutes ces raisons que nous avons, pour ceux qui les écrivent, un immense respect. C'est pour toutes ces raisons que nous avons conscience de l'importance du travail qui est effectué par tous ceux qui, par la recherche, par l'aridité du travail intellectuel, nous donnent à lire ces livres. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans une société dans laquelle l'usage de la phrase brève est vivement recommandé, puisque désormais c'est par l'intermédiaire de petits messages qui peuvent
ne pas faire plus de 240 signes, que l'on s'adresse les uns aux autres et que la plupart du temps on s'insulte, on s'injurie, que nous devons continuer à avoir la passion des livres, et notamment des gros livres, qui nous disent des choses passionnantes sur la civilisation que nous constituons et sur l'humanisme, sans lequel il n'y a pas de lumière. Et quand je parle de la lumière, je ne parle pas dans cet endroit ô combien symbolique de la lumière qui vient de la grâce, même si le travail que je viens d'effectuer sur Mauriac m'a donné de la grâce une vision un peu moins négative de celle que je pouvais avoir jusqu'à présent, mais je parle des lumières qui nous viennent du siècle des Lumières, c'est-à-dire des lumières qui croient au progrès, qui croient à la pensée rationnelle, des lumières qui nous ont donné à aimer la laïcité, des lumières qui nous ont fait aimer l'école, c'est-à-dire ce lieu dans lequel on rentre en abandonnant aux portes de l'école toutes les croyances qui nous viennent de nos héritages, de nos atavismes, de la pensée de nos parents, pour faire en sorte que l'école demeure le lieu de l'apprentissage de la pensée libre. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes attachés à ce prix, et voilà les raisons pour lesquelles je voulais vous remercier du fond du cœur d'y avoir, à votre manière, participé un peu. Merci. Merci Bernard Cazeneuve. Merci Bernard Cazeneuve. Merci Monsieur le Ministre pour ce bel hommage à l'histoire qui nous rassemble et qui nous rassemblait encore ce soir ici. Je vous remercie de nouveau en notre nom à tous, Luce Perrault et ses équipes.